Alors, dans ce grand B consacré à la sophistique et le droit, nous avions donc un petit 1 dans lequel nous avons parlé de l'opposition sophistique entre la nature et la loi, et nous sommes dans un petit 2 qui est consacré au positivisme juridique sophistique, et nous avions dans un petit A à parler de l'analyse du positivisme juridique sophistique, petit a qui est divisé en un petit alpha signification du positivisme juridique sophistique, et un petit bêta portée du positivisme sophistique juridique. Et il me semble que nous sommes dans ce petit bêta, c'est bien ça? Et donc, je m'étais arrêté, je crois, au mythe de Protagoras que je n'avais pas exposé, parce que ce sur quoi j'ai terminé la dernière fois, j'avais donc dit que pour les sophistes, la justice se confondait avec la légalité, et que, en prêtant la distinction à Werner Jaeger, j'avais dit que pour les sophistes, l'impératif juridique était hypothétique au lieu d'être catégorique. J'avais dit ça, non? Non, oui, voilà. Et donc, j'avais dit, mais ça ne veut pas dire, ça ne veut pas, il ne faut pas en conclure que pour les sophistes, euh, il y avait forcément une entreprise de délégitimation de la loi. Hein. Parce que somme toute, puisqu'on dit que la justice se confond avec la légalité et que donc c'est ce que le législateur décide, euh, c'est ça qui est la justice. Hein. L'homme est la mesure de toute chose, donc chaque cité est la mesure de la justice, chaque gouvernant est la mesure de la justice. Et on pourrait penser que ça amène à considérer que la justice est quelque chose de complètement arbitraire, hein, pour les sophistes, qu'elle se confond avec la loi en vigueur, point final. C'est vrai que la justice se confond avec la loi en vigueur, mais ça ne veut pas dire que chez les sophistes, il y a forcément une entreprise de dénigrement de la loi. En fait, euh, les sophistes sont quand même attachés, en tout cas les sophistes orthodoxes, sous réserve de certaines dérives dont nous parlerons tout à l'heure, les sophistes orthodoxes cherchent à légitimer la loi et partant la justice, puisque la loi ne fait qu'exprimer la justice pour eux, euh, en insistant sur le fait que cette autorité de la loi repose soit sur une convention, c'est la première justification, celle qu'on trouve notamment chez Antiphon le sophiste, mais chez d'autres sophistes aussi. Antiphon le sophiste, vous savez, le fameux extrait de son ouvrage perdu de la vérité, hein, et on a retrouvé un extrait de ce livre de la vérité d'Antiphon le sophiste qu'on a perdu. On a retrouvé cet extrait dans le papyrus d'Oxyrhynchos, et dans ce fragment de la vérité, Antiphon le sophiste insiste sur le fait que la loi repose sur une convention et donc la justice et la légalité. Euh, et donc, ce qui est juste, c'est ce qui est légal, et ce qui est légal dépend des conventions, en fait. C'est une convention. Donc ça, c'est la première manière de justifier l'autorité de la loi. Elle résulte d'une convention. On l'a acceptée comme ayant autorité. C'est une espèce d'embryon, si vous voulez, de contrat social moderne, mais pas dans le même sens. Il y a des prémices du contrat social moderne, mais c'est quand même très différent parce que les sophistes s'expriment pas du tout sur euh, les conditions dans lesquelles cette convention aurait pris naissance, si c'est un fait historique ou un fait de la raison, comme dirait Kant. Ce sont des questions que les sophistes n'approfondissent pas. Mais il y a chez eux l'idée que l'autorité de la loi repose sur une convention qui est un accord, en fait, des citoyens pour respecter la loi. Et ça, c'est la première justification de l'autorité de la loi. Maintenant, il y a une seconde justification qu'on trouve plus particulièrement chez Protagoras,
autres sophistes qu'Antiphon, et qui est que l'autorité de la loi se justifie par l'utilité de la loi, une justification fondée sur l'utilité. La loi poursuit un but d'utilité commune, et c'est pour ça que cette loi doit être respectée et promue. Et ce qui en donne une bonne illustration, ce sont deux textes dans lesquels Protagoras est en scène. Le premier texte, on y a déjà fait allusion, c'est le texte euh, qui est extrait du dialogue de Platon qui s'intitule le Théétète. Théétète, c'est le nom du dialogue. Théétète. Théétète est un jeune mathématicien que Socrate interroge dans le dialogue Théétète. Le thème du Théétète, c'est la science, épistémé. Et à cette occasion-là, Protagoras n'est pas là puisqu'il est déjà mort à cette époque-là. Euh, Enfin, les dialogues de Platon ne sont pas des dialogues historiques, hein, c'est toujours des dialogues imaginaires. Mais il y a un souci de réalisme. Et donc, on se place à une époque où Socrate estime que, Platon estime que, de par la chronologie des faits, Socrate, qui discute avec Théétète, ne peut pas discuter avec Protagoras, qui est déjà mort. Mais néanmoins, Protagoras étant mort, Socrate accepte en quelque sorte de se faire son porte-parole à un moment donné, et après avoir s'être interrogé sur cette fameuse formule, l'homme est la mesure de toute chose, que Protagoras mettait en tête de son livre disparu, De la vérité ou des discours démolisseurs, donc Socrate discute du sens de cette formule et il dit que cette formule euh, enferme Protagoras dans une autoréfutation parce que si l'homme est la mesure de toute chose, ça veut dire que chaque individu est la mesure de toute chose. Et ça peut vouloir dire à tout prendre que le babouin ou le tétard de grenouille est aussi la mesure de toute chose, et que par conséquent, pourquoi Protagoras prend-il tant d'argent pour donner des leçons en se faisant passer pour plus sage que les autres? Parce que son opinion ne vaut pas davantage que l'opinion de quiconque, ou l'opinion d'un babouin ou d'un tétard de grenouille. Et donc à ce moment-là, un des participants à la discussion qui s'appelle Théodore, qui prise particulièrement Protagoras, dit, je te trouve bien sévère avec Protagoras, Socrate, tu vas un peu loin là. Donc Socrate dit, si tu veux, on peut essayer de répondre à la place de, de Protagoras qui est mort pour dire comment il se défendrait. Et c'est une fameuse tirade dans le Thé et Tête de Platon, où Socrate, faisant comme si Protagoras s'exprimait, en utilisant son ton, le ton de Protagoras est toujours assez solennel, voire apprêté, n'est-ce pas? Donc Protagoras prend la parole, enfin Socrate prend la parole comme si Protagoras parlait, et Protagoras interpellerait Socrate en disant Socrate, tu as une façon de me parler qui est absolument inacceptable, tu manques de respect envers moi, tu oses me comparer à un tétard de grenouille ou un babouin, euh, et il s'en faut de beaucoup, mon cher ami, que je sois un babouin ou un tétard de grenouille, parce que s'il est vrai que j'abolis la vérité, puisque l'homme est la mesure de toute chose, donc à chacun sa vérité, je n'abolis pas pour autant la sagesse. Je n'abolis pas pour autant la sagesse parce que les sophistes, dont je suis le plus éminent représentant, euh, conviennent euh, qu'il y a des choses qui sont meilleures que d'autres. Il n'y a pas de vérité en soi, il n'y a pas de vérité transcendante, mais il y a des choses qui sont meilleures comme d'autres. Nous sommes comme des médecins qui savent prescrire aux patients ce qui est bon pour leur état. Nous ne détenons pas la vérité, mais nous savons ce qui peut améliorer l'état du patient. Mais les sophistes, c'est pareil. Sauf que les sophistes ne s'adressent pas aux patients, comme le médecin, ils s'adressent aux législateurs. Et même s'il n'y a pas de justice en soi, de justice au sens métaphysique du terme, de justice transcendante, il y a néanmoins des choses qui sont meilleures pour la cité que d'autres. Et c'est le rôle à nous, les sophistes, de conseiller le législateur pour qu'il adopte des lois qui soient pour l'utilité commune. Donc, ce qui est juste, c'est ce qui est légal, effectivement, et toute loi est juste tant qu'elle n'a pas été abrogée. C'est la conséquence de la confusion entre la justice et la légalité qu'adoptent tous les sophistes. Mais cependant, souligne Protagoras, il s'en faut de beaucoup qu'il n'y ait pas de loi qui soit meilleure que d'autres pour la cité. Et c'est notre rôle à nous, les sophistes, de conseiller le législateur pour qu'il édicte des lois qui sont euh, meilleures pour la cité que d'autres parce qu'elles sont pour l'utilité commune. Et c'est pour ça que nous gagnons plein d'argent et que nous avons raison de gagner plein d'argent.
parce que les conseils, ça a de la valeur. Voilà à peu près le sens de la tirade qu'on verra peut-être tout à l'heure ensemble. Je mettrai le texte sur le tableau électronique. Et le second passage dans lequel Protagoras défend l'utilité euh, qui est à la base de la loi et qui justifie son autorité, c'est le fameux du Protagoras, mythe de Protagoras, qui se trouve dans le dialogue de Platon, qui s'appelle le Protagoras, qui est un autre dialogue de Platon. Théétète est un dialogue de Platon de la maturité, et le sujet du théétète, ça n'est pas du tout la politique ou les sophistes, le sujet du théétète, c'est la science, épistémée. Hein. Mais euh, amené à discuter de ce que c'est que la science, Socrate est amené à confronter les opinions d'un certain nombre de prédécesseurs, Héraclite d'Éphèse notamment, dont on a déjà parlé, vous savez, tout change, tout coule, on n'entre jamais deux fois dans le même fleuve. Comment cette thèse du mobilisme universel cher à Héraclite d'Éphèse permet néanmoins de maintenir qu'il y a un discours rationnel et donc une science, d'une part, et d'autre part, Protagoras, qui prétend que l'homme est la mesure de toute chose et qui donc abolit la vérité, mais il n'abolit pas pour autant la sagesse. Alors, le dialogue Protagoras, c'est un dialogue de jeunesse de Platon, dont le sous-titre est Ai Sophistai, ce qui veut dire les sophistes en grec, comme vous l'aurez tout de suite compris. Les sophistes, c'est le sous-titre du dialogue de Protagoras. Les sous-titres des dialogues ne sont pas de Platon lui-même. Hein. Ce sont des sous-titres dont on a affublé les dialogues de Platon postérieurement au décès de Platon, mais ce sont des sous-titres qui sont très anciens. Donc, par exemple, La République, le sous-titre, c'est de la justice. Hein. Euh, et le sous-titre de Théétète, c'est donc de la science. Et le sous-titre du Protagoras, c'est Ai Sophistai, les sophistes. Et le sous-titre du Gorgias, qui met en scène un autre fameux sophiste, Gorgias, autre dialogue de Platon, c'est de la rhétorique. De l'art rhétorique, de l'art rhétorique. Donc, dans ce discours, dans ce dialogue Protagoras, euh, peut-être je vous en ai déjà parlé, je crois, non Protagoras est descendu à Athènes et donc il y a un jeune que connaît Socrate qui s'appelle Hippocrate, mais ce n'est pas l'Hippocrate médecin, c'est un homonyme. Hein. Il vient chez Socrate tambouriner à 3 heures du matin en lui disant Protagoras est en ville, Protagoras est en ville, il faut absolument qu'on va le voir, qu'on aille le voir parce que je veux prendre ses leçons et lui payer de l'argent pour prendre ses leçons. Et donc, Socrate a pouvoir dit, mais qu'est-ce qui fait que Protagoras se fait rémunérer ses leçons? Et donc, Hippocrate répond, c'est un sophiste. Mais c'est quoi un sophiste? Bon, donc, il y a la question de la définition du sophiste qui intervient. Et finalement, Socrate accepte d'accompagner son jeune ami Hippocrate chez Protagoras, enfin dans la maison où Protagoras est descendu, parce que Protagoras n'est pas athénien, il est d'Abdère. Hein. Donc, il est descendu dans une maison et là, il y a toute une foule d'admirateurs empressés autour de lui. Et donc, il accepte d'aller visiter Protagoras euh, et il décide de poser des questions à Protagoras sur ce qui fait que Protagoras est quelqu'un d'aussi respecté, d'admiré. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est ce qu'il enseigne qui justifie qu'il se fasse si grassement rémunéré? Et donc, Protagoras dit en substance dans ce dialogue, oui, je suis un sophiste et je suis le premier à me reconnaître comme tel. Il y avait des sophistes avant moi, mais ils préféraient rester cachés. Tandis que moi, j'affirme haut et fort que je suis un sophiste. Et qu'est-ce que j'enseigne? J'enseigne l'art du bon conseil dans les affaires domestiques et dans les affaires publiques. L'art du bon conseil dans les affaires privées et dans les affaires publiques, dans les affaires domestiques et dans les affaires publiques. Le bon conseil en grec, ça se dit oibouleia. Bababam, bababam. Vous en moquez, vous allez me dire, mais je vais quand même vous le mettre. Mais c'est dans le cours écrit. Hein. Je ne vais pas détailler la question de oibouleia, c'est dans le cours écrit si vous voulez plus d'éléments. Donc, j'enseigne l'art du bon conseil, le bon conseil dans les affaires politiques et privées. En d'autres termes,
confirme Protagoras à Socrate, j'enseigne à comment devenir un bon citoyen. C'est pour ça que mes leçons ont de la valeur et que je me fais rémunérer. Et Socrate dit, si je comprends bien, tu enseignes l'art politique. Et Protagoras répond, c'est cela même. Et à ce moment-là, Socrate met en doute le fait que l'art politique puisse être enseigné. C'est la question qui se pose dans le dialogue. Est-ce que l'art politique peut véritablement faire l'objet d'un enseignement? Parce que Socrate dit, quand je regarde les hommes politiques, je n'ai pas l'impression que l'art politique puisse être enseigné. Ils font tous des bêtises, etc. Même Périclès. Et si l'art politique pouvait se faire enseigner, ceux qui ont été des sages législateurs ou des sages politiques dans la société, comme Périclès ou euh, comment s'appelait-il, le législateur d'Athènes? Dracon, c'était le législateur de Sparte, le législateur d'Athènes. Euh, voilà, j'ai oublié son nom. J'oublie tout à mon âge. Pourtant, je ne connais que lui. Vous le connaissez tous de nom, donnez-moi son nom. Dracon, il était athénien, Dracon? Ah bon, je crois qu'il était spartiate. Solon, voilà, Solon. C'est Solon auquel je pensais. Dracon, ça a donné des lois draconiennes, hein, parce qu'il était réputé pour, sa, pour son sens strict. Mais le législateur très connu à Athènes, c'est Solon. Alors donc, euh, si des gens comme Solon, si la vertu politique pouvait s'engager, pouvait s'enseigner, comment se fait-il que des sages, des législateurs réputés pour leur sagesse ou pour leur maîtrise de l'art politique, comme Solon au VIe siècle avant Jésus-Christ, ou Périclès à l'époque d'âge d'or d'Athènes du Ve siècle, comment se fait-il qu'il n'ait pas eu de successeur? Donc l'art politique peut-il s'enseigner? Dit Socrate, j'en doute. Et alors, pour expliquer, alors le problème, c'est que, comme toujours dans ces dialogues, il y a un problème quand on rencontre un sophiste, parce que Socrate aime bien procéder par voie de questions et de réponses. Vous savez, c'est la dialectique socratique. Tandis que les sophistes, ils aiment bien lancer de longs discours pour mieux étourdir leur adversaire, leur interlocuteur, pardon. Mais c'est un adversaire, en fait, l'interlocuteur. Et donc, peut-être je vous ai raconté cette anecdote, alors c'est dans Protagoras, donc Protagoras commence à faire un long discours, et Socrate dit, attends, je t'arrête tout de suite, si tu veux bien parler plus brièvement, ça m'arrangerait. Parce que lorsque tu parles longuement, je ne me souviens pas de ce que tu as dit au départ. C'est peut-être volontaire, mais ça me pose un problème. Et Protagoras répond, mais mon cher Socrate, si je devais m'adapter à mon interlocuteur lorsque je parle, je ne m'appellerais pas Protagoras. C'est moi qui décide comment on parle. Et alors, Socrate utilise finement l'art de la flatterie, n'est-ce pas? Le genre qu'il faut utiliser avec Trump, hein. Donc, il dit, mais écoute, Protagoras, imagine que nous fassions un jogging en forêt ensemble et que tu sois un coureur qui a l'habitude de concourir aux Jeux Olympiques et que tu cours à toute vitesse. Si tu veux que nous courions ensemble, il faut que tu t'adaptes à ma vitesse à moi, qui ne suis pas un coureur d'Olympie, hein. Donc, je te demandais de courir moins rapidement et je pense que tu serais d'accord pour qu'on puisse faire un bout de chemin ensemble. Et bien là, quand on discute, c'est pareil. Toi, tu sais discuter brièvement et longuement. Moi, je ne sais discuter que brièvement, par voie de question-réponse. Donc, veux-tu bien t'adapter à ma modeste condition pour que nous puissions discuter ensemble? Bon, Protagoras dit OK. Et donc, Socrate revient à sa question, est-ce que l'art politique peut-il vraiment s'enseigner? L'art politique peut-il vraiment s'enseigner? Et alors, à ce moment-là, Protagoras dit, mais est-ce que tu me permets au moins de répondre par un mythe, une histoire imaginaire? Il y a des mythes, hein, chez Platon. Dans plusieurs dialogues de Platon, il y a des mythes, hein. Et donc, il y a le mythe d'Air dans la République, par exemple, à la fin de la République. Là, c'est un mythe. Et c'est le mythe de Protagoras. Et donc, Protagoras répond par un mythe pour expliquer pourquoi la vertu politique est susceptible d'être enseignée. Alors, on me dit, on s'éloigne de la philosophie du droit, mais on va y revenir, vous allez comprendre.
Donc le mythe est le suivant. Protagoras dit, lorsque les dieux ont créé les êtres vivants, il aura fallu leur attribuer des capacités pour que ces êtres vivants puissent survivre. Et donc, euh, Zeus a chargé Prométhée et son frère Épiméthée d'attribuer des, comment dirais-je, des capacités entre les êtres vivants pour qu'ils puissent s'en sortir, en fait. Donc, on a donné des dents au tigre, on a donné des fourrures au lion ou au mammouth, enfin, je ne sais pas ce que vous voulez, pour résister quand il faisait froid, etc. On a attribué aux zèbres la capacité de courir vite pour s'échapper des prédateurs. On a attribué à certains félins la possibilité d'aller encore plus vite pour attraper les zèbres, comme les guépards. Bon, c'est des exemples, je ne dis pas que ce sont des exemples qui figurent dans le dialogue, mais voilà. Seulement, le problème, c'est que lorsqu'Épiméthée est arrivé à l'homme, il n'avait plus rien à lui proposer, parce qu'il avait déjà distribué toutes les capacités. Parce qu'il faut savoir qu'Épiméthée, en grec, ça veut dire qu'il pense après coup. Épiméthée, c'est celui qui pense après coup. Mantanéine, en grec, qui a donné matos, pas matos comme le matos d'un ordinateur, matos avec un H. Mantanéine, ça veut dire apprendre et plus largement penser. Donc Épiméthée, c'est celui qui pense après coup, tandis que Prométhée, c'est celui qui anticipe. Et donc Épiméthée réfléchit après coup, et malheureusement, il n'avait pas réfléchi qu'il fallait garder des capacités pour les hommes. Donc il n'avait plus rien à leur distribuer, ni fourrure, ni dents longues, ni choses comme ça. Donc Épiméthée s'en est sorti en leur attribuant euh, euh, l'art, la science, le savoir technique et le feu pour qu'ils s'en sortent. Mais ce feu et ce savoir technique, euh, c'est Prométhée en fait qui les a attribués aux hommes pour corriger l'erreur de son frère Épiméthée, ou de son demi-frère, je ne me souviens plus. Et pour ce faire, vous savez, Prométhée a dérobé le feu à Héphaïstos, et ça lui a valu de ces sérieux ennuis ensuite, puisqu'il a été attaché, il a été condamné à être attaché sur un rocher et avoir son foie dévoré par. Bon, vous connaissez tous le mythe de Sisyphe, hein, d'accord? Donc voilà ce qui est arrivé à Prométhée pour lui apprendre à ne pas dérober le feu d'Héphaïstos. Donc, dès lors que les hommes avaient le feu et les arts techniques, ils étaient supposés pouvoir s'en sortir. Mais le problème, c'est qu'ils se faisaient la guerre les uns aux autres. Et donc, ils s'entre-détruisaient au lieu grâce à l'art technique, au savoir technique et grâce au feu, au lieu de s'en servir pour résister aux bêtes fauves et à l'environnement hostile, ils s'entretuaient les uns les autres. Donc, le problème n'était pas résolu. La bévue d'Épiméthée n'était pas résolue. Parce que Épiméthée, ça veut dire qu'il pense après coup, mais dans le dialogue de Platon, à un moment donné, Protagoras dit que il dit une phrase en grec. Alors je vous traduis, je vous donne la traduction de Jacques Brunswick, qui était un grand philosophe de l'Antiquité, un bon helléniste. Euh, Épiméthée qui n'était pas tout à fait sage. Il n'était pas tout à fait sage. Euh, Est-ce que c'est comme ça qu'il traduit? Je crois que c'est ça, il traduit comme ça. Pas précisément sage, qui n'était pas précisément sage. C'est pas tout à fait littéral, mais c'est bien le sens de l'expression utilisée par Protagoras, enfin Platon qui fait parler Protagoras. Et puis une idée qui n'était pas précisément sage. Et donc, Prométhée essaye de réparer la bévue d'Épiméthée. Malheureusement, les hommes s'entretuent ensemble, donc Zeus intervient et dit, il faut faire quelque chose. Et il envoie Hermès, vous connaissez tous Hermès, c'est le messager des dieux, et Hermès va attribuer aux hommes la justice diké, la justice diké, hein, vous savez, le terme le diké, enfin il y a plusieurs termes, il y a diké, dikaios, uné, dikaios, mais là c'est diké, hein. Il va donner euh, aux hommes la justice et un autre mot qui est assez intraduisible en français, euh, c'est un oméga, alors je mets eidos, mais bon, eidos en grec,
Aidos est assez difficilement traduit en français parce que ça peut vouloir dire pudeur, mais pas au sens de pudeur de celui qui se couvre d'une serviette quand il sort de la salle de bain. C'est pas ça. C'est plutôt le. On hésite comme traduction entre pudeur et respect, hein. Non, il a donné la justice et le respect, le sens du respect en fait. Littéralement, c'est la pudeur, mais c'est pas la pudeur au sens de la pudeur de celui qui ne veut pas découvrir son sein ou de celle qui ne veut pas découvrir son sein. Ou, enfin, vous savez, c'est pas la pudeur au sens du Tartuffe, couvrez-moi ce sein que je ne saurais voir, ce n'est pas ça, hein. Donc, c'est pas ça. C'est plutôt un certain sens du respect. Ça peut vouloir dire piété aussi, Aidos, hein. C'est un sens du respect, en fait. Donc, Zeus a chargé Hermès de donner ça aux hommes. Et donc, il l'a donné à chaque homme. Et là, c'est ça que ça devient un peu intéressant. C'est-à-dire que chaque homme s'est vu échoir en partage la justice et la pudeur. Ce qui veut donc dire que Protagoras considère qu'il a raison de dire que la justice peut s'enseigner, puisqu'elle échoue en partage à chaque homme, il suffit de l'éduquer. Et celui qui refuse de se plier à la justice, il est, je ne sais plus quelle est la formule que Protagoras utilise, il est comme un pion isolé au jeu d'échecs. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas le jeu d'échecs, mais c'est à peu près ça. Il était comme un pion isolé au jeu d'échecs, il faut donc le mettre à mort, parce qu'il se coupe lui-même de la cité. Donc, quand Protagoras dit l'homme est la mesure de toute chose, il entend certes l'individu, mais l'individu immergé dans la cité, hein, hein. Parce que chaque homme a eu en partage la justice et la piété. Mais faut-il encore qu'il soit éduqué? Et c'est là que le sophiste intervient pour l'éduquer. Donc la justice peut être enseignée. Et donc la pudeur et la justice, ce sont des vertus éminemment sociales qui échouent en partage à chaque homme, mais qui sont des vertus éminemment sociales qui permettent à la cité de bien fonctionner, hein. Ce sens de la justice et de la piété, ça renforce le lien social, en fait. Voilà ce que veut dire Protagoras. Et donc, euh, les lois euh, doivent être faits pour le bien commun de la cité. Euh, la justice n'est pas quelque chose d'arbitraire, même si la justice se confond avec la légalité, ce n'est pas quelque chose d'arbitraire, c'est une vertu sociale qui permet aux hommes de vivre entre eux paisiblement dans la cité. La justice garantit la vie en société. La loi, donc, qui est l'expression de la justice, garantit la vie en société. Donc ça, c'est une amorce. En fait, ce sont des textes qui ne sont pas très fréquents, parce que, comme je vous l'ai dit, chez les sophistes, il y a la phase Karcher et la phase cachée. Ça se relève de la phase cachée des sophistes. C'est-à-dire la phase Karcher, c'est la destruction des valeurs transcendantes. La phase cachée, c'est la reconstruction de valeurs humaines à la place de ces valeurs transcendantes dont les sophistes ont fait table rase préalablement. Le problème, c'est que ce versant positif de la pensée sophistique, on n'en a que des bribes, puisque les ouvrages des sophistes ont disparu, et qu'on connaît surtout les sophistes par leurs détracteurs, à savoir Platon, Isocrate, Aristote et toute la bande. Et donc, ces auteurs, les détracteurs des sophistes, insistent sur le côté négatif des sophistes. Mais le côté positif, on a quand même euh, quelques textes qui nous laissent euh, découvrir quelques primes de cette espèce positive de la pensée des sophistes. Le mythe de Protagoras en est un. La tirade de Protagoras, enfin prêtée à Protagoras par Socrate dans le Théétète en est une autre. Il y a aussi un texte, je vous en ai parlé la dernière fois, qui est dans le protreptique de Jamblique, hein. C'est une tirade. Protreptique, ça veut dire un discours d'exhortation, en fait, en grec, hein. C'est une figure de style en grec. C'est un discours d'exhortation. Donc, le protreptique de Jamblique, c'est un texte dans lequel un auteur qui est anonyme, mais qu'on soupçonne fort être un sophiste, euh, il défend l'utilité de la justice dans la cité et l'utilité des lois de la cité. Donc, c'est aussi un texte positif, hein. On a des textes comme ça qui nous disent que les sophistes n'étaient pas seulement n'étaient pas ces amoralistes qu'on pensait être, mais qu'en réalité,
ils défendaient des vertus sociales. Simplement, ils étaient empiriques et dans une certaine mesure pragmatiques, et ils n'admettaient pas des valeurs transcendantes. C'est pour ça que les sophistes, c'est quand même quelque chose de très moderne. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société où la métaphysique est discréditée, en fait. La métaphysique, c'est euh, à ce à quoi se réduit la philosophie aujourd'hui. Il n'y a plus d'arbre de Descartes avec les différentes sciences qui prouvent toutes les différentes sciences qui sont autant de branches rattachées à un tronc qui est la physique, qui elle-même puise sa sève des racines qui est la métaphysique. C'est fini. Toutes les sciences prétendent à une indépendance et il y a une récusation de tout ce qui est métaphysique. La métaphysique, c'est considéré comme l'apanage des doux rêveurs. On prône quelque chose de raisonnable, le raisonnable qui aplani et qui étouffe tout. Comme dirait Anne Maison dans un de ses livres, hein, Guillaume Kingham, le raisonnable, le sentiment du raisonnable qui aplanit et qui étouffe tout. Voilà. Hein. Donc, on étouffe sous le raisonnable, en fait. Hein. Il faut être raisonnable, le raisonnable. Ça se substitue, ce raisonnable, c'est une manière de substituer à des valeurs transcendantes des valeurs pragmatiques, en fait. Hein. Donc, la pensée sophistique, elle est très moderne. Ce n'est pas un hasard si elle a été réhabilitée au XIXe siècle par Hegel, c'est parce que ça répond à un besoin. Hein. Ça répond au déclin de la métaphysique, en fait. Pendant des siècles et des siècles, qu'est-ce qui a prévalu? Non. Pendant des siècles et des siècles, ce qui a prévalu, c'est la philosophie au sens noble du terme, avec la métaphysique comme science reine. Et il y a un déclin qui s'est amorcé progressivement. D'abord parce que, comme je vous l'ai expliqué, les sciences exactes ont conquis leur autonomie avec Newton et Galilée. Sur ces entrefaites, au XVIIIe siècle est arrivée la philosophie des Lumières, comme vous le savez, qui a reconnu en Newton et Locke ses maîtres à penser. Newton, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la physique mathématisée, il a refusé de s'interroger sur les premières causes et les premiers principes comme un métaphysicien. Il n'a jamais accepté de faire de la métaphysique. Quant à Locke, comme le dit euh, plaisamment Voltaire, je ne sais plus, je crois que c'est dans les Lettres philosophiques, tant de, tant de philosophes ont fait le roman de l'âme, Locke est arrivé qui en a fait l'histoire. Point de métaphysique, et comme le dit d'Alembert dans le discours préliminaire à l'encyclopédie, Locke a été le physicien de l'âme. Donc, avec Locke, il y a une remise en cause indirecte de la métaphysique. La philosophie est considérée, c'est toujours de la philosophie, mais la philosophie est considérée comme devant se passer de la métaphysique cartésienne ou aristotélicienne. Hein. Mais le XVIIIe siècle n'en a pas fini avec la métaphysique parce que, comme je vous l'avais expliqué, Locke, c'est un penseur anglais qui a eu beaucoup d'influence sur les penseurs anglais et français. Hume, Berkeley, et en France, Voltaire, Diderot, Rousseau. Mais en Allemagne, ça ne s'est pas passé comme ça, parce que le penseur proéminent en Allemagne, c'était le fameux Leibniz. Et Leibniz, lui, c'était un métaphysicien. C'est pour ça que quand je vous ai parlé de Kant, je dis que Kant n'aurait pu naître qu'en Allemagne. Il n'aurait pas pu naître ailleurs. Parce que Kant est un métaphysicien. Donc Kant étant un immense penseur, la métaphysique n'a pas amorcé son déclin au XVIIIe siècle parce que l'Allemagne a résisté, en fait. L'Allemagne a résisté avec la métaphysique kantienne, complètement repensée. Le but de Kant, c'est ce qu'il explique dans la critique de la raison pure, préface à la première édition et préface à la seconde édition, c'est de réhabiliter la métaphysique. Hein, de faire que la métaphysique, qui doit être considérée comme la reine des sciences, occupe vraiment la place qui lui est due, au lieu d'être discréditée comme elle l'est à l'époque. Mais ce qui s'est passé ensuite au XIXe siècle, c'est qu'on a eu, d'une part, les grandes philosophies du XIXe siècle qui sont des philosophies allemandes, hein, parce qu'en France, on n'a pas beaucoup de philosophes, hein, on a Descartes, et puis ça s'arrête là, grosso modo. Puis bon, les philosophes des Lumières, mais ce sont des... Voltaire, c'est plus un amateur, en fait, en quelque sorte, un amateur éclairé. Hein. Mais les grands philosophes professionnels, si j'ose dire, c'est en Allemagne.
hein. C'est quand même en Allemagne essentiellement. On a Auguste Comte, mais enfin, qui lit encore de l'Auguste Comte aujourd'hui, hein. Bon, voilà. Mais on est quand même mieux lotis que les Espagnols. Eux, ils n'ont pas du tout de philosophe. Alors. Moi, j'ai eu un professeur qui m'enseignait la philosophie politique quand je faisais mes études de philo, en licence 3. Il s'appelait Salam Molin. C'est un Espagnol. Ce jour-là, j'ai compris pourquoi les Espagnols n'avaient pas de philosophie, hein. Ah, vraiment? Là, j'ai compris. J'ai eu beaucoup de profs remarquables à la Sorbonne Nouvelle en philo, mais lui, franchement, non. Bon, il y avait des gens avec qui je n'étais pas d'accord, mais c'était quand même des grands. Il y avait un spinoziste qui enseignait la philosophie morale en licence. Il ne fallait pas le contredire, lui, hein. Je crois qu'il vit encore. Mais il était très bon. J'ai oublié son nom. Il était très bon. Euh, mais il était spinoziste, quoi. Voilà. Bon. Donc, euh, au 19e siècle, ce qui s'est passé, c'est que là, les grands philosophes, ce sont les philosophes allemands, Fichte, Schelling, Hegel, et ces gens-là, Schopenhauer, et comment ces gens-là, ils fonctionnent? Ils se situent par rapport à la métaphysique kantienne, soit pour la critiquer, soit pour y adhérer. Donc Hegel construit son système contre la métaphysique kantienne, Schopenhauer à la fois contre et avec, Schelling contre, Fichte à partir de la métaphysique kantienne. Voilà comment ça se passe. Mais ce qui se passe d'abord au 19e siècle, et ensuite ça contaminera l'Allemagne et la France, ce qui se passe au 19e siècle en Angleterre d'abord, puis en France, puis dans toute l'Europe continentale, c'est ce mouvement scientiste qui décide cette fois-ci d'affranchir le droit, non pas seulement de la métaphysique, mais de la philosophie tout simplement, en disant la philosophie est réduite à la métaphysique, le droit ne s'occupe pas de métaphysique, c'est la fameuse théorie générale du droit. Voilà comment les choses se sont passées. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui caractérise les théoriciens généraux du droit? C'est que ce sont des positivistes, hein. Et même s'ils n'ont jamais lu les sophistes de leur vie et jamais ouvert les dialogues de Platon sur les sophistes, on retrouve, c'est toujours la même chose, on revient à des problèmes, c'est ça en fait la philosophie, on revient toujours aux mêmes problèmes qui se posent de tout temps, sauf qu'on formule la problématique différemment. Et en fait, les positivistes juridiques modernes sont les héritiers des sophistes, même si les sophistes n'auraient jamais songé à se qualifier eux-mêmes de positivistes, bien sûr, hein. Donc, chez Protagoras, il y a une critique de, de la métaphysique, des valeurs transcendantes, mais il y a une reconstruction. Et cette reconstruction ne doit pas être propre à Protagoras, mais se retrouve chez d'autres sophistes dont on n'a malheureusement pas conservé les écrits. Et il ne fait pas de doute euh, que, comme je vous l'ai dit quand je vous ai parlé de la théorie générale du droit, je vous ai dit, celui qu'on peut considérer comme le précurseur de la théorie générale du droit, c'est le fameux John Austin, qui est un auteur anglais, et ça, Analytical Jurisprudence. Analytical Jurisprudence, hein. Et évidemment, ce Austin avait une culture philosophique assez limitée, mais il avait lu Hobbes. Et je lui ai dit, une des sources de la théorie générale du droit, c'est Hobbes. Or, Hobbes lui-même, il n'y a pas de doute que c'est un auteur qui a été influencé par la sophistique. C'était un bon helléniste, hein. Il a traduit les œuvres de Thucydide en anglais à la fin de sa vie, et il ne fait pas de doute qu'il a subi l'influence des sophistes dans sa conception selon laquelle le droit se réduit à la loi civile. Vous savez que chez Hobbes, je vous l'ai déjà dit et j'y reviendrai tout à l'heure, euh, les lois de nature ne sont pas des véritables textes juridiques, ce ne sont pas des normes juridiques, les lois de nature. Ce sont des vertus morales qui n'accèdent à l'effectivité juridique que lorsque leur contenu est repris par les lois civiles. Et ça, c'est une idée très sophistique. Il n'y a pas de loi dans la nature, il n'y a que de lois humaines. Donc il y a une influence de la sophistique sur Hobbes, mais il y a aussi une influence de la sophistique sur Platon, si on remonte un peu en arrière.
Parce que bien sûr, Platon, c'est l'ennemi des sophistes. Mais euh, s'il n'y avait pas eu les sophistes, il n'y aurait peut-être pas eu Platon. La preuve, Platon a dédié plusieurs de ses dialogues à des sophistes. Gorgias, Hippias, Protagoras. Comme vous le savez tous, l'ouvrage politique le plus connu de Platon, c'est la fameuse République. Hein. Maintenant, quel est le titre? Qu'est-ce que ça veut dire République en grec? C'est Politeia. Hein. Vous savez, je vous l'ai déjà écrit. Politeia, euh, ça peut vouloir dire constitution, mais pas au sens de la constitution parlementaire. Hein. C'est constitution, texte constitutionnel, coutume. C'est un ensemble plus large que la simple constitution. Donc, la question politique est au cœur de la pensée de Platon, on y reviendra, mais Politeia porte un sous-titre, je vous l'ai dit tout à l'heure, de la justice. Or, ce sous-titre au dialogue de Platon montre que chez Platon, il y a une préoccupation qui va au-delà des règles de droit, au-delà de la Constitution, au-delà des règles d'habitude ou des coutumes. Il y a une préoccupation qui est au-delà, c'est la préoccupation de la justice. Donc, ce qui différencie Platon par rapport à Protagoras, c'est qu'il cherche une justice en soi, une justice transcendante à laquelle les lois humaines, les lois de la cité, devront être adossées. Il y a chez Platon une exigence d'éthique, une exigence d'absolu qui fait complètement défaut aux sophistes qui professent au contraire avec Protagoras le relativisme, on l'a vu. Il y a chez Platon une exigence d'absolu. D'ailleurs, Platon dit quelque part, euh, c'est dans les lois, son dernier dialogue, euh, il dit que ce n'est pas l'homme qui est la mesure de toute chose, c'est Dieu qui est la mesure de toute chose. Dieu est la mesure de toute chose et pas l'homme. Bien plus que ne l'est l'homme, c'est ce qu'il dit dans les lois. Donc il y a une exigence d'absolu, de transcendance chez Platon que les sophistes, au contraire, récusent. Mais les sophistes ont été importants parce qu'encore une fois, s'il n'y avait pas eu les sophistes, Platon n'aurait pas eu le besoin de leur répliquer. Les dialogues de Platon, lorsqu'il est question de politique, il s'agit de dénoncer les dangers que représente la sophistique pour promouvoir au contraire une conception politique idéale. Si vous voulez, pour reprendre une image facile, vous connaissez le dieu Janus qui a deux faces. Janus, vous n'avez jamais entendu parler de Janus, le dieu qui avait deux faces? Bon, il avait deux faces, c'est comme ça, hein, comme le pile et le face d'une monnaie. Et donc, euh, comment dirais-je, la question politique, la question de philosophie politique à Athènes, elle a deux faces. Il y a la phase des sophistes, représentée par Protagoras, qui défend une conception empirique de la justice et des lois, il défend une conception empirique de la justice et des lois, et il est nommé par Périclès législateur d'une colonie grecque en Italie du Sud, Taurioi, dont j'ai déjà parlé, et pour lequel il édicte des lois véritables, des lois empiriques. La fameuse cité de Taurioi dont il a été le législateur. Et il y a d'autre part, c'est l'autre face de Janus, il y a Platon qui, lui, développe une conception idéale de la justice, entendue comme une forme intelligible, et qui, au lieu de s'instituer législateur ou d'être nommé législateur, renonce déjà à réformer Athènes, considère que à Athènes, ce n'est même pas la peine de défendre sa conception de la justice, et expose dans la République une cité idéale, pas une cité empirique, à laquelle il faudra ensuite attribuer des lois, ce qu'il fera dans son dernier dialogue qui s'appelle Les lois. Donc il y a un aspect
empirique, pragmatique avec Protagoras, une cité toute humaine avec des lois humaines, et un aspect idéal avec une justice transcendante, métaphysique, euh, et des lois qui soient imaginées pour satisfaire cet idéal de justice. Et ça, c'est Platon. Et en fait, on s'aperçoit que au 5e siècle avant Jésus-Christ et dans la première moitié du 4e siècle, on a ainsi deux conceptions qui naissent dans la même ville, Athènes, et qui sont deux conceptions intellectuelles opposées. Et ces deux conceptions intellectuelles opposées, elles vont tracer le chemin dans lequel tous les penseurs s'engouffreront ultérieurement. Tout était déjà en Grèce. Si ce n'est que, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on a perdu la plupart des œuvres des sophistes, on a conservé les dialogues de Platon, et Platon a, dans le sillage de Socrate, a tué les sophistes intellectuellement. Hein. Et donc, les sophistes ont sombré dans un discrédit, dans un oubli. Et ils n'ont été ressuscités qu'au XIXe siècle parce que l'environnement intellectuel du XIXe siècle euh, euh, a appelé à réfléchir, euh, à revenir sur des courants de pensée qui étaient pragmatiques et qui prônaient une science toute humaine du droit au lieu d'une métaphysique juridique à la manière de Kant, de Platon ou de tous les idéalistes. Voilà ce qui s'est passé en fait. Et vous me direz Aristote dans tout ça, parce qu'évidemment, les juristes, ils veulent toujours entendre parler d'Aristote. Eh bien, Aristote, enfin, on ne va pas parler de la politique d'Aristote parce que c'est trop long, mais la politique d'Aristote, c'est quand même une enquête sur les différentes constitutions. Vous savez, Platon, c'est l'édification d'une cité idéale, hein, celle de la République. Et dans les lois, c'est pareil, parce que dans les lois, les participants au dialogue des lois, le dernier dialogue de Platon, ils imaginent une cité idéale, la cité des Magnettes, la Magnésie, la cité des Magnettes, et ils décident d'examiner quelle loi conviendrait à cette cité idéale pour que la justice y règne. Donc on est toujours dans un domaine idéal et pas dans un domaine empirique. Hein. Tandis que Protagoras, lui, c'était des lois pour une cité réelle, Tourioi. Maintenant, Aristote, il est un peu à mi-chemin parce que quand même la politique, c'est pour ça d'ailleurs que c'est un ouvrage assez rasoir, il y a quand même une enquête sur les différentes constitutions. Hein. Puis il y a le fameux ouvrage d'Aristote qui s'appelle aussi La Constitution d'Athènes, qui est aussi une enquête sur les différentes constitutions. Donc quand même, Aristote, il a une approche comparatiste et empirique, hein, de la science politique, tout en convenant dans la politique qu'il y a matière à rechercher quel peut être le meilleur régime. Il s'interroge sur cette question. Mais il s'y interroge de façon plus empirique que Platon. De toute façon, Aristote est un détracteur de la théorie des idées, cher à Platon. La théorie des formes intelligibles, Aristote ne veut pas en entendre parler. Il considère qu'il n'y a pas d'entité, de formes intelligibles séparées de la matière sensible. Hein. Il n'y a pas de justice en soi euh, qui participerait, à laquelle la justice empirique participerait. Pour lui, c'est une absurdité. S'il y a une intelligibilité des choses, elle est dans les choses sensibles elles-mêmes. Donc, il récuse la théorie des formes intelligibles chère à Platon. Donc, au point de vue politique, c'est pareil. Il ne peut pas, sa démarche ne peut pas être de fonder une cité idéale. Mais sa démarche doit être empirique et rechercher, à travers une enquête sur les différentes constitutions, quel peut être le meilleur régime pour les citoyens. Donc, il occupe une place intermédiaire, en fait, entre les sophistes et Platon, du moins au point de vue politique. Je n'ai pas tout à fait terminé avec Protagoras, il y a encore deux choses que je voudrais dire, mais je pense qu'on va les dire après la pause, parce qu'il est déjà 18h51. Donc, on prend 10 minutes de pause. Je voudrais terminer avec le mythe de Protagoras et avec les thèses de Protagoras.
Ce qu'on peut remarquer dans le mythe, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais je voudrais revenir brièvement dessus, c'est que si on reprend le mythe, on constate que les attributions se font en deux temps, en fait. C'est-à-dire que euh, l'art, les arts techniques et le feu sont attribués dans un premier temps par Épiméthée, enfin par Prométhée qui répare l'erreur de son demi-frère Épiméthée, et ensuite Zeus intervient qui charge Hermès d'attribuer aux hommes la justice et la pudeur. C'est-à-dire qu'en fait, la justice, laissons de côté la pudeur pour le moment, enfin la justice est dissociée euh, des techniques et du feu, enfin des arts techniques. La justice est dissociée des arts techniques, c'est-à-dire que les arts techniques ne permettent pas d'assurer la cohésion de la cité. Il faut que la justice soit là pour assurer la cohésion de la cité. Et la justice, eh bien, il faut, même si chaque homme l'a en partage, il faut l'éduquer pour qu'il la pratique. Donc, ce qui est intéressant au dessin de mythe, qui est très moderne, c'est une idée qu'on retrouve chez Rousseau, vous savez, dans le discours sur les sciences et les arts. Ce n'est pas parce qu'on a la maîtrise technique qu'on a la justice. Hein. On peut avoir fait de gros progrès techniques, mais on n'a pas forcément la justice. La justice suppose une éducation. Donc, c'est aussi un aspect très moderne. Maintenant, même si la thèse de Protagoras est moderne, pourquoi n'a-t-elle pas satisfait Platon? Parce qu'il y a une limite, enfin, une faiblesse dans la conception sophistique de la justice qui la confond avec la légalité, euh, même si cette conception, euh, il y a une défense de la loi en disant la loi doit être ordonnée à l'utilité, au bien commun, etc., il y a une faiblesse qui est le fait que on est bien d'accord que la justice, c'est ce que prescrit la loi. Mais on doit souhaiter que la loi soit prise dans l'utilité commune. Voilà la thèse essentiellement de Protagoras. Le problème qui se pose, c'est que on ne peut pas surmonter avec cette thèse qui confond justice et légalité, on ne peut pas surmonter l'objection qui tient à ce que quelqu'un euh, peut pratiquer impunément la justice. S'il peut pratiquer impunément la justice, il n'y a pas de raison qu'il s'en prive, en fait. Si quelqu'un détient les rênes du pouvoir, s'il peut faire des lois comme il l'entend, pourquoi se priverait-il de pratiquer l'injustice? Pourquoi devrait-il pratiquer la justice? La justice, elle est pour l'utilité commune des citoyens. Mais pourquoi voudrait-il rechercher l'utilité commune des citoyens? Pourquoi chercher l'utilité commune? Pourquoi ne pas faire prévaloir ses intérêts égoïstes? Pourquoi ne pas faire comme Trump, ce sympathique personnage, ou comme Poutine ou tous ces thugs, comme on dit en anglais, hein? Pourquoi ne pas faire comme tous ces gens-là, hein? Voilà. Et donc l'objection, la, la conception sophistique de la justice ne permet pas de surmonter cette objection. C'est-à-dire que la conception de la justice des sophistes, c'est une conception utilitaire. En fait, ce qui est pour le bien commun, ce qui est utile à la cité. Mais si quelqu'un détient le pouvoir dans la cité, il fait des lois, les lois sont par définition justes, puisque la justice se confond avec la légalité. Pourquoi ce législateur devrait-il euh, poursuivre le bien commun, devrait-il aspirer à l'utilité de la cité? Et c'est la fameuse fable que vous connaissez tous, peut-être la fable de l'anneau de Gigès. Vous entendez parler de cette fable dans la République de Platon? Ben, il va falloir en entendre parler quand même pour l'examen, quand même. Elle est dans une des brochures la brochure sur Platon, c'est quelque part, vous regarderez. C'est au début du livre 2 de la République. Et donc, dans la fable de l'anneau de Gigès, je peux vous la retrouver si vous voulez, on peut la prendre ensemble. Peut-être ça se mémorise mieux si je vous mets le texte au tableau, vous pensez? Ah, mais les textes sur Platon ne sont pas encore cachés. Il va falloir que je les décachette, si j'ose dire. Voilà, là, vous avez dans les textes de Platon que je vais vous donner accès bientôt, vous avez une brochure
On est bien d'accord que ne sont exigés pour l'examen que ce qui a été dit au cours oral, outre qu'il faut connaître les textes qu'on aurait expliqués ici à l'oral, hein, qu'on aurait vus ensemble. Bon, le mythe du Protagoras, vous n'avez pas besoin de le lire puisque je n'ai pas mis dans la brochure, mais vous devez avoir retenu ce que j'en ai dit à l'oral. Ce n'est pas très intéressant de le prendre pas à pas, mais on peut prendre la fable de l'anneau de Gigès, comme ça vous mémoriserez peut-être plus que si je vous en parle. D'accord, c'est pas là, ça commence mal. Non, pourquoi ça n'est pas là? Livre 2. Voilà. Voilà, vous avez ici dans la brochure de Platon que je mettrai en ligne, c'est dans la traduction de Pierre Pachet, qui est considérée comme la meilleure traduction française, mais il y en a d'autres qui sont très bonnes aussi. Voilà. Et Glaucon est un frère de Platon dans la vie réelle, mais il est mis en scène dans la République pour servir d'interlocuteur de faire valoir à Socrate. Et donc, au livre 2 de la République, il faut savoir que la République a 10 livres. Dans le premier livre de la République, il y a eu une discussion sur la question de savoir ce qu'il fallait entendre par justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? Or, cette discussion, on y reviendra un peu plus tard, euh, a tourné court parce que, enfin, euh, il y a différentes définitions de la justice qui ont été étudiées et qui n'ont pas donné satisfaction à Socrate. Mais la discussion a dérivé à la fin du livre 1 de la République à cause d'un personnage sur lequel on reviendra bientôt, qui est le dénommé Thrasymach. Thrasymach est un sophiste qui va ferrailler avec Socrate sur la définition de la justice. On y viendra tout à l'heure quand on parlera des dérives de la sophistique. Donc ce fameux Thrasymach a proposé une définition de la justice sur laquelle on reviendra, que Socrate a réfuté. Mais ce qu'il arrive à la fin du livre 1 de la République, c'est qu'en réalité, c'est un livre aporétique, c'est-à-dire que Socrate a dû défendre contre Thrasymach l'utilité de la justice, montrer que la justice est quelque chose d'utile, mais tandis que la définition de Thrasymach, en fait, la définition que Thrasymach donne à la justice, sur laquelle on reviendra, euh, permettait d'arriver à la conclusion que la justice ne sert à rien, en fait, que la justice, c'est un vain mot, en fait. Or, Socrate va essayer de démontrer que la justice a son utilité. Mais ce faisant, étant contraint de défendre contre Thrasymach l'utilité de la justice, la valeur de la justice, parce que la thèse de Thrasymach, finalement, c'est que la justice, c'est bon pour les naïfs, quoi. Que, en fait, on se fait toujours avoir dans la vie, enfin, on y reviendra, et que il n'y a que les naïfs qui sont justes. Si on est intelligent, si on est perspicace, il faut être injuste, au contraire. C'est un peu la thèse de Thrasymach, hein. Et donc, Socrate va défendre contre Thrasymach l'utilité de la justice. Mais ce faisant, comme il défend l'utilité de la justice, les protagonistes du dialogue perdent de vue la question initiale qui était de savoir ce qu'il fallait entendre par justice. Et donc, le livre 1 de la République se termine sur une aporie, en fait. C'est-à-dire que Socrate est parvenu, une aporie, ça veut dire qu'il ne coule pas en grec. C'est-à-dire qu'une aporie, c'est une impasse, si vous préférez. C'est-à-dire que Socrate est parvenu à réfuter Thrasymach en lui démontrant que la justice méritait d'être défendue à raison de ses conséquences, qu'elle avait des conséquences utiles, qu'elle méritait d'être défendue à cause de ça, mais il n'a pas donné de définition de la justice. Et Glaucon, qui assiste à la conversation, intervient au livre 2 en disant: mais Socrate, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Moi, je ne suis pas satisfait. Parce que, dit-il, euh, la justice, tu es bien d'accord avec moi, Socrate, c'est pas dans le texte, hein, c'est avant le texte, la justice, tu es bien d'accord avec moi, Socrate, que c'est le plus précieux des biens. Donc, ce qui caractérise le fait qu'un bien est plus précieux que les autres, c'est que c'est un bien qui mérite d'être recherché non pas seulement pour ses conséquences, mais en lui-même. Si c'est un bien qui a vraiment de la valeur, ce n'est pas seulement par ses conséquences qu'il doit se recommander, qu'on doit y aspirer,
mais en lui-même. Or, toi, Socrate, contre Thrasymachus, tu n'as fait que défendre la justice en démontrant que ses conséquences étaient utiles. Voilà ce que tu as démontré dans le livre 1 de la République. Mais tu ne nous as pas démontré que la justice méritait d'être défendue en elle-même. Et c'est là la faiblesse de ta démonstration du livre 1. Et pour expliquer cela, Glaucon prend le fameux exemple de la fable de l'anneau de Gigès. C'est ici, 350C. Vous voyez au tableau, il faut que j'augmente les caractères. Ça va? Je peux augmenter autant que vous voulez. Ça va mieux comme ça? Encore? Encore? Vous voulez encore? Je peux encore augmenter, hein. J'ai perdu ma souris maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec la souris, putain? Ah, là, voilà. Le problème, c'est que si on augmente encore, là, on peut pas déplacer cette marge-là. Non, alors il faut redescendre un petit peu parce que sinon, on n'a pas de marge. On ne voit pas tout le texte. Voilà. Et Glaucon dit à Socrate, voilà, il faut bien que tu comprennes qu'avec ta démonstration, euh, on doit en conclure que si la justice doit être recommandée par ses conséquences, qu'elle est préférable à l'injustice parce que les conséquences sont meilleures. Ça veut donc dire que si quelqu'un pouvait pratiquer l'injustice sans être puni, il ne se priverait pas de la pratiquer. Si tu me dis que la justice, elle mérite simplement d'être recommandée pour ses conséquences, parce qu'elle est bénéfique, je vais te dire, moi, si c'est uniquement parce que la justice est bénéfique par les conséquences qu'elle entraîne qu'il faut la pratiquer, je vais te dire, moi, que simplement, tu raisonnes de la façon suivante, tu penses que celui qui est injuste, il va tomber sous les lois de la cité, il va être puni, et donc il vaut mieux pratiquer la justice pour être en accord avec les lois de la cité, pour ne pas être puni, en fait. Mais suppose que quelqu'un puisse agir de telle façon que les lois de la cité ne le puniront pas, pourquoi se priverait-il de pratiquer la justice? Et c'est la faiblesse de la conception sophistique de la justice qui est celle de Protagoras, qui consiste à dire que la justice, euh, certes la justice se confond avec la légalité, mais que la loi doit être ordonnée au bien commun, à l'utilité de la cité. Mais si quelqu'un, le gouvernant, décide de faire des lois qui ne sont pas pour l'intérêt de la cité, mais qui l'avantagent lui, où est le problème? Il n'y a pas de réponse à ça, puisque la justice se confond avec la légalité. Et c'est ce que montre la fable de l'anneau de Gigès. Donc Gigès était un roi de Lydie. Et donc ce Gigès avait un ancêtre. Donc c'est l'ancêtre de Gigès le Lydien, c'est ici. Voilà. Donc cet ancêtre de Gigès le Lydien, il était berger. Et il était au service de celui qui dirigeait alors la Libye. Il y avait un roi en Lydie, pas en Libye, en Lydie. Il y avait un roi en Lydie et le berger était au service de ce roi. Et voilà ce qui lui est arrivé. Il y a eu de la pluie qui a causé un glissement de terrain. Déjà, à l'époque, vous voyez, il y avait des glissements de terrain. Et il y a un endroit de la terre qui s'est déchiré. Et là, il s'est ouvert une béance, un peu bizarre comme terme vieilli. Enfin, bref, il s'est ouvert un trou, quoi. Hein. Enfin, c'est comme ça que Paché traduit, en tout cas. Une béance dans le lieu où il faisait paître ses animaux, en fait, ce berger. Et voyant cette béance, il s'émerveilla, il y descendit. Et il y aurait vu, hein, parce que c'est une fable, parmi d'autres merveilles que rapporte l'histoire, un cheval de bronze évidé, percé d'ouverture. Et dans ce cheval de bronze, il aurait vu que se trouvait un cadavre, plus grand que n'aurait été un homme, et qui ne portait rien si ce n'est à la main une bague en or. Donc le berger s'est emparé de la bague et il est ressorti de ce cheval géant et de cette béance. Et il découvre alors après que, je passe sur les détails du discours, parce que bon, c'est Platon qui raconte ça dans son style inimitable, il découvre alors que s'il tourne le chaton de la bague dans un sens opposé,
il devient invisible. Et donc, que fait-il? Dès lors qu'il découvre qu'il est en possession de ce nouveau pouvoir, il profite de la possibilité qui lui est donnée de se rendre invisible pour séduire la reine. Et comme la reine a apparemment apprécié, ensuite, la reine et le roi, la reine s'est mis complice avec, avec cet ancêtre de Gigès, le berger, pour tuer le roi. Et l'ancêtre de Gigès, qui était donc pasteur, qui a séduit la reine et qui a assassiné le roi, est devenu roi à sa place. C'est une réponse parce que on disait que Gigès, il n'a peut-être pas c'était un roi de Lydie, mais certains disaient que c'était un usurpateur, plus ou moins, qu'il était arrivé au pouvoir par une usurpation. Et donc, on racontait cette fable sur son compte, qui était qu'en fait, son ancêtre avait usurpé le pouvoir grâce à cette bague qui le rendait invisible. Voilà. Et donc, quelle est la morale de cette fable, dit Glaucon? Bon, je renonce à prendre le texte en détail parce que c'est assez facile, mais vous le regarderez, vous le lirez. C'est quand même un grand texte de philosophie. Donc, quelle est la conséquence de cela? C'est que, euh, euh, nous dit Glaucon, s'il existait euh, deux bagues de ce genre, pourquoi deux bagues? Bon, s'il existait deux bagues de ce genre et que l'homme juste en enfile une, d'accord. Donc supposons que la bague qu'a enfilée l'ancêtre de Gigès ne soit pas unique, qu'il y en ait un second exemplaire. Et que ce second exemplaire, on le mette à la main d'un homme qui est juste. Est-ce que tu crois vraiment qu'il va subsister dans sa justice? S'il découvre qu'il peut se rendre invisible comme l'ancêtre de Gigès, est-ce que tu penses qu'il va résister à la tentation de coucher avec la femme du roi et ensuite d'assassiner éventuellement le roi pour prendre sa place? Il faudrait avoir un caractère d'acier pour ne pas coucher avec la femme du roi quand même, si elle est jolie. Donc, va-t-il, bon, assassiner le roi, on peut discuter, mais bon, voilà, hein, voilà le risque. Donc, Socrate, moi, je ne me suis pas satisfait que tu m'expliques que la justice doit se recommander à raison de l'avantage qui résulte de ses conséquences. Je veux que tu me démontres que la justice doit être respectée en elle-même, indépendamment de ses conséquences, qu'elle mérite d'être défendue par elle-même, indépendamment des conséquences qu'elle peut avoir. Parce que la fable de l'anneau de Gigès te montre que si la justice ne mérite pas d'être défendue en elle-même, quiconque peut s'affranchir des foudres de la loi n'hésiterait pas à le faire s'il le pouvait. Et donc, c'est à cause de cette objection que Platon a voulu revenir sur une définition de la justice et en faire une vertu euh, mérite d'être euh, qui mérite d'être promue en elle-même et pas seulement en raison de ses conséquences. Ce n'est pas à raison de ses conséquences uniquement que la justice doit être prônée, ce n'est pas à raison des avantages qu'elle procure à autrui que la justice doit être prônée, elle doit être prônée parce qu'elle est aussi quelque chose qui mérite d'être défendu en elle-même, parce que celui qui pratique la justice, celui qui pratique la justice en devient meilleur en fait. La justice est une vertu. Si on ne la pratique pas, on a une âme qui est troublée, une âme qui n'est pas saine. Voilà, c'est ça l'idée, hein, qui va être développée dans la République. Et donc la justice mérite d'être défendue, non pas seulement parce que être juste envers autrui, c'est à l'avantage d'autrui, elle mérite d'être défendue parce qu'elle est aussi de l'intérêt de celui qui la pratique. Elle n'est pas simplement de l'intérêt d'autrui, de l'intérêt des autres, elle est de l'intérêt de celui qui la pratique. La fable de l'anneau de Gigès montre qu'il faut défendre la justice ainsi, parce que si la justice est simplement, elle mérite d'être défendue parce que c'est l'intérêt des sujets, des citoyens de la cité, comme le prétendait Protagoras, euh, eh bien, celui qui peut s'affranchir des lois de la cité, s'affranchir, être invisible, il ne va pas se priver d'être injuste, lui, hein. Et donc, pour que la justice euh, surmonte l'objection de la fable de l'anneau de Gigès, il faut qu'elle soit présentée comme quelque chose
qui mérite d'être chérie en soi, en soi-même, quelque chose qui est non seulement utile à ceux envers lesquels elle est pratiquée, mais qui est avant tout utile envers celui qui la pratique. Il se recommande envers celui qui la pratique. Utile, ce n'est pas le bon terme. Qui est quelque chose qui bénéficie à celui qui la pratique, qui n'est pas seulement utile aux autres, qui ne bénéficie pas seulement aux autres, mais à celui qui la pratique. Pourquoi? Parce que il sera vertueux, en fait. Et donc, étant vertueux, il n'aura pas une âme troublée, une âme ruinée, et par conséquent, il aura un équilibre en lui. Voilà l'idée. Hein. Donc, tout l'effort de la République, ça consiste à démontrer que la justice n'est pas seulement une vertu à pratiquer dans l'intérêt des autres, c'était la thèse sophistique, et également la thèse de Thrasima, qui est un sophiste dans la République, livre 1. Il dit la justice est un bien allotrios, un bien étranger à celui qui la pratique. La justice est dans l'intérêt des autres. Et tout l'effort de la République de Platon, ça va être de montrer que la justice n'est pas seulement dans l'intérêt des autres, mais dans son propre intérêt. Que celui qui la pratique a intérêt à la pratiquer, pas seulement parce que c'est de l'intérêt de ceux envers lesquels il est juste, mais que c'est son intérêt à lui-même et que donc la justice doit être défendue en elle-même et pas seulement à raison des conséquences pour les autres. C'est tout le travail de la République, qui est destiné à surmonter cette objection tirée de la fable de l'anneau de Gigès. Alors, bien entendu, vous allez me dire, mais ça c'est très bien, mais dans une cité ou dans un État, comment ça se passe? euh, Si quelqu'un décide de ne comprend pas que la justice, c'est un bien qui est dans l'intérêt de celui qui la pratique, si quelqu'un ne comprend pas que la justice doit être réappropriée, si j'ose dire, à l'âme de celui qui la pratique, que la justice est liée à l'équilibre de l'âme, que c'est une vertu qui donne un équilibre à l'âme de celui qui la pratique, si quelqu'un ne la comprend pas, comment on fait? Hein? Mais justement, la République de Platon, ça consiste à défendre la justice comme une vertu qui se recommande en elle-même et pas seulement à raison de ses conséquences bénéfiques pour autrui, mais ça consiste aussi à dire que tout le monde n'est pas capable de comprendre cela. Hein. Et que donc, contrairement à ce que disait Protagoras dans le dialogue Protagoras, qu'on peut éduquer les gens et il suffit d'éduquer les gens et que la justice est échue en partage à tout le monde et que les gens peuvent être éduqués pour devenir justes, Platon va soutenir que la justice ne peut pas être le lot de tout le monde. Il y a des gens qui sont capables de pratiquer la justice et d'autres qui ne sont pas incapables. Il faut décider pour ceux qui sont incapables. Donc, dans une cité, il y a des gens qui doivent gouverner parce qu'ils sont plus éclairés que d'autres, qu'ils ont compris. Ils ont compris ce que c'est que la justice, la forme intelligible de la justice, pourquoi il faut la pratiquer. Et ces gens-là, ce sont les philosophes. Donc, ce sont les philosophes qui doivent gouverner. Donc, on ne peut pas laisser n'importe qui gouverner dans la cité en disant que la justice se confond avec la légalité, mais qu'il faut conseiller les gouvernants pour qu'ils prennent des lois dans l'intérêt des sujets, des gouvernés. Parce qu'il y a des gouvernants qui ne vont pas obéir. Il y a des gens comme Trump, il y a des gens comme Poutine. Voilà. Et ces gens-là ne vont pas obéir. Donc, ils vont poursuivre leur propre intérêt, même s'il faut massacrer 300 000 Russes pour conquérir l'Ukraine, il va le faire s'il en a envie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le régime politique doit être changé. Hein. Il ne faut pas que ce soit des tyrans non éclairés, en tout cas pour Platon, et encore moins le peuple, parce que alors, le peuple pour Platon, c'est la fin du monde. Là, je veux dire. Bon, parce que Platon considère que les gens ne sont pas capables de savoir ce qui est bon pour eux, en fait. Donc, il faut des gens qui décident à leur place. Et les gens qui vont décider à leur place, ce sont les philosophes. Les philosophes doivent prendre le pouvoir dans la cité. Sinon, il n'y a pas de réforme possible. Donc, c'est pour ça qu'il a construit une cité idéale dans la République. Il dit, il faut une certaine conception de la justice. Il consacre 4 livres de la République à définir la justice. On y reviendra lorsqu'on parlera de Platon. Et ensuite, il faut savoir comment cette justice peut régner dans la cité. Pour que la cité soit juste, et pour que l'individu
soit juste, parce que la justice dans la cité, la justice dans l'individu, c'est pareil pour Platon, il faut que les philosophes deviennent rois. Tout le monde n'est pas capable de comprendre. Tout le monde n'est pas capable de gouverner. Voilà pourquoi il a fallu construire une cité idéale pour Platon. Tandis que le point de vue d'un sophiste comme Pythagoras, c'est plus empirique. Bon, il y a une cité, il y a des lois, les lois sont justes par définition même, mais on peut influencer, hein, on peut influencer les gens pour les convaincre de faire des lois dans l'intérêt du sujet. On peut inciter Trump à être raisonnable, on peut aller le voir et discuter avec lui pour le convaincre d'être raisonnable, de ne pas laisser tomber l'Ukraine comme une vieille chaussette. Ça ne sert à rien. C'est comme il faut parler avec Poutine. Ça ne sert à rien, évidemment. Autant convaincre un âne de ne pas manger de la paille, hein. Voilà. Alors, maintenant, il faut bien comprendre que euh, cette analyse du positivisme juridique qu'on a faite va entraîner des dérives. Mais avant de parler de ces dérives, j'aimerais prendre avec vous le texte d'Antiphon le sophiste, qui est un texte court, qui me semble être important pour que vous mémorisez bien la conception sophistique de la justice. C'est un texte très dense, donc c'est l'extrait du papyrus d'Oxyrhynchos. Je pourrais faire un partage d'écran parce que ceux qui sont à distance, je ne sais pas, ils n'ont rien vu du coup, non? Bon, c'est pas grave parce que le texte de JGS, je l'ai commenté, mais je ne l'ai pas vraiment lu. Donc là, il faut partager. Partager. Voilà. D'accord. Et comment est-ce qu'on peut augmenter la taille maintenant? Voilà, ici. Voilà. Vous voyez dans la brochure sur les sophistes, qui elle est en ligne, c'est le texte numéro 3, extrait de la vérité. Vous voyez, c'est court. Le voilà, le texte. Alors, c'est la traduction de Gernet, qui est un très très bon helléniste, bien meilleur que moi, mais je me suis quand même permis de modifier certaines choses pour éviter des équivoques. Alors voilà comment commence Antiphon le sophiste dans ce passage sur la vérité. La justice consiste à ne pas transgresser les lois de la cité où l'on est citoyen. La justice consiste à ne pas transgresser les lois de la cité où l'on est citoyen. Donc la justice se confond avec la légalité, on est bien d'accord. La justice, c'est la légalité, c'est ça que ça veut dire. Il commence comme ça, de but en blanc. Donc il n'y a de justice que pour autant qu'il y ait des lois humaines. Il n'y a pas de justice en dehors, il n'y a pas de justice naturelle. Et voilà la conséquence qu'il en tire. L'observation de la justice est donc tout à fait l'intérêt d'un homme s'il respecte les lois en présence de témoins. Mais s'il est seul et sans témoins, son intérêt est de suivre la nature. Donc intervient la, le deuxième élément du couple antinomique loi-nature chez les sophistes, la nature. Hein. Donc il dit l'observation de la justice est tout à fait de l'intérêt d'un homme s'il respecte les lois en présence de témoins. Mais s'il est seul et sans témoin, son intérêt est de suivre la nature, parce que la justice et la nature s'opposent. Elles sont souvent en contradiction l'une avec l'autre. Alors pourquoi s'opposent-elles? Car ce qui est des lois est accident, fortuit si vous préférez. Pas accident au sens d'un accident de voiture, fortuit. Ce qui est des lois est accident, sumbebekos en grec. Ce qui est des lois est accident, fortuit. Ce qui est de la nature est nécessaire. Ce qui est des lois est établi par convention et ne se produit pas de soi-même. Ce qui est de la nature se produit de soi-même et n'est pas convenu. Vous voyez comment le style est dense, hein.
Hein. Ce qu'il est en train de nous expliquer, c'est qu'il y a une antinomie entre la loi et la nature. La loi est création humaine, accidentelle. Elle est établie par convention. Convention, c'est-à-dire que les gens sont d'accord pour que quelqu'un fasse des lois, mais en même temps, c'est à double sens, en fait, convention. Les gens sont d'accord pour que quelqu'un légifère à leur place. Hein. En ce sens, c'est une convention, une espèce d'ancêtre du contrat social. Mais c'est aussi une convention au sens, euh, c'est comme ça, mais ça pourrait être autrement. Par exemple, les conventions sociales veulent qu'on invite, quand on va avec une fille au restaurant, on lui paye l'addition. Mais ce sont des conventions sociales auxquelles on peut changer. Hein. Et demain, dans un autre pays, ça peut être différent. Hein. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Hein. Donc, la justice est doublement conventionnelle. Elle est conventionnelle parce qu'elle résulte d'un accord, des gens qui sont d'accord pour suivre la loi, mais elle est aussi conventionnelle dans le sens que la loi est dans un certain sens, mais elle pourrait être dans un autre sens, comme une convention sociale. Tandis que pour la nature, ça n'est pas pareil. La nature, elle est nécessaire. Donc, elle ne peut pas être autrement qu'elle n'est. Ce qui est nécessaire, c'est ce qui ne peut pas être autrement que ça est. On ne peut pas changer la nature. Attention, il n'y a pas une opposition dans ce fragment entre une loi humaine et une loi de nature. Le terme loi de nature ne figure pas dans ce fragment. C'est pour ça, parce que dans certaines traductions du texte d'Antiphon le sophiste, on lit les prescriptions de la nature. Et je ne suis pas d'accord avec cette traduction. D'abord, le terme prescription ne figure pas dans le texte grec. Et deuxièmement, il n'est pas question d'une loi de nature. Parce que si c'était les prescriptions de la nature, on pourrait y déroger. En fait, une loi, on peut toujours y déroger, fût-elle naturelle. Mais si c'est quelque chose de nécessaire comme l'est la nature, c'est impossible d'y déroger. Parce que la nature s'impose quoi que vous fassiez. C'est ça le sens du fragment. Tandis que la loi, elle est comme ça aujourd'hui, elle pourrait être autrement demain. Car ce qui est de loi est accident, ce qui est de la nature est nécessaire. Ce qui est des lois est établi par convention et ne se produit pas de soi-même. Ce qui est la nature se produit de soi-même mais n'est pas convenu. Donc, celui qui transgresse les lois, s'il le fait à l'insu de ceux qui les ont établis par convention, celui qui transgresse les lois, s'il le fait à l'insu de ceux qui les ont établis par convention, échappe à la honte et au châtiment. Puisque la loi est ainsi, mais elle pourrait être autrement. Donc le seul problème qu'il y a à violer la loi, il ne consiste pas dans le fait d'avoir enfreint un contenu, en fait. Ce n'est pas le fait d'avoir enfreint un contenu qui mérite d'être respecté. Ce n'est pas qu'on a méconnu une valeur. C'est juste que on s'est soustrait à quelque chose qui a un caractère contraignant. Donc, si on le fait sans témoin, il n'y a pas de souci. On est dans une salle, il y a un smartphone qui traîne. Normalement, tu ne voleras point, d'accord? Donc, la loi interdit le vol. L'association frauduleuse de biens d'autres personnes ne me voit, je prends le smartphone. Il n'y a pas de problème pour Antiphon. Il n'y a pas de problème puisque je n'ai pas été surpris. Parce que là, il y a une loi qui interdit de porter atteinte à la propriété d'autrui, mais dans un autre régime, il pourrait y avoir une loi qui interdit la propriété privée. C'est purement contingent. Donc, le problème dans le fait de méconnaître une loi qui interdit de violer la propriété d'autrui, il n'est pas dans le fait d'avoir piétiné une valeur qui mérite d'être défendue en soi, parce qu'elle est arbitraire, cette valeur. Hein. C'est juste que si on est surpris, on va être exposé à des sanctions civiles et pénales. Donc le tout, c'est de ne pas être surpris. Celui qui transgresse les lois, s'il le fait à l'insu de ceux qui les ont établis par convention, échappe à la honte et au châtiment. C'est un fait, c'est comme ça. Hein. Mais s'il est découvert, non. Évidemment, s'il est découvert, il a des problèmes. Tandis que si, à l'encontre du possible, on viole ce qui est inhérent à la nature, le ferait-on à l'insu de tous les hommes, le mal n'en est pas moindre. Et si tous le voient, il n'en est pas plus grand. Si, à l'encontre du possible. Parce que ce qui est nécessaire, c'est impossible de le violer. C'est impossible de vouloir aller contre la nature parce qu'elle est nécessaire. Donc, si on s'obstine à vouloir le faire à l'encontre du possible, eh bien,
peu importe qu'on le fasse devant des témoins ou qu'on le fasse à l'insu de tout le monde, les conséquences n'en sont pas moins graves. Hein, parce qu'on a prétendu se soustraire à quelque chose auquel on ne peut se soustraire. En effet, le dommage n'est pas à cause de l'opinion, mais de la vérité. Vous voyez, la nature, c'est ce qui est la vérité. Mais le dommage causé par la violation de la loi, il résulte simplement de l'opinion de ceux qui ont édicté une loi purement conventionnelle. Et l'opinion, elle peut changer demain. Ce qui légitime l'examen de tout cela, c'est que le plus souvent, ce qui est juste selon la loi, c'est là que les gens mettent les prescriptions, euh, ce qui est juste selon la loi se trouve en conflit avec la nature. Donc il n'y a pas de prescription de la nature dans ce texte. Hein. Ce qui est juste selon la loi se trouve en conflit, non pas avec la loi naturelle, mais avec la nature. La nature n'est pas une loi, c'est juste quelque chose de nécessaire. Une loi, vous pouvez y déroger, même si elle est naturelle. Mais ce qui est nécessaire, vous ne pouvez pas y déroger. Ce qui est fixé comme utile par les lois est un lien pour la nature. Ce qui est utile selon la nature est libre. Donc la nature et la loi sont en contradiction l'une avec l'autre. Le plus souvent, dit-il. Le plus souvent. Mais ce qui est loi est purement contingent, accidentel. Donc le problème n'est pas en soi de violer la loi. Ça, ce n'est pas grave. C'est juste de ne pas être sanctionné pour avoir violé la loi. L'impératif juridique est hypothétique. On ne doit pas respecter la loi parce qu'on a un devoir de respecter la loi, parce qu'un impératif catégorique nous le commande. On doit respecter la loi parce que si on ne le fait pas et qu'on est surpris par des témoins, eh bien, on va en subir les conséquences. On sera puni. Voilà. Donc ce texte, c'est un texte, c'est un statement, hein, comme on dit en anglais. C'est factuel, en fait. Il présente les choses, il ne critique pas la loi de la cité. Il dit juste la loi de la cité, elle est comme ça, elle est en contradiction avec la nature. Donc il n'y a pas dans ce texte de Antiphon le sophiste une critique en règle de la loi de la cité. Mais il y a quand même un coin qui est enfoncé, un pied qui est enfoncé dans la porte quand même. Hein. Il y a un pied qui est enfoncé dans la porte parce que quand on commence à dire que la loi est arbitraire et que le mal consiste non pas à la violer, mais à la violer en présence de témoins, quand on commence à dire des choses comme ça, le pas est vite franchi qui consiste à dire la loi ne vaut rien, en fait, il n'y a qu'à s'en affranchir sans qu'on s'en aperçoive, et la loi ne mérite pas d'être respectée, en fait. Il ne dit pas que la loi ne mérite pas d'être respectée. Il constate simplement que si elle n'est pas respectée en l'absence de témoins, il n'y a pas de conséquences. Il se contente de constater. Mais le pas est vite franchi qui consiste à dire donc la loi ne mérite pas d'être respectée, puisque c'est seulement s'il y a des témoins qu'il y a un dommage. Donc le texte n'est pas une charge contre la loi humaine, mais il contient en germe les ferments d'un discrédit de la loi de la cité, de la loi humaine. Voilà le problème. Le fragment lui-même n'est pas une attaque contre la loi de la cité, mais il ouvre la porte à des dérives qui vont consister à attaquer la cité bille en tête, en fait. Voilà le problème. Le texte est dangereux, en fait. Il est tout en suggestion, mais il est dangereux. Voilà. Et c'est effectivement ce que j'ai appelé dans mon plan les dérives du positivisme juridique sophistique. Alors, dans le dialogue de Platon qui s'appelle le Théétète, il y a cette tirade de Protagoras. Et là, c'est le document 2 de la fiche, l'âme d'Adam. Ce texte-là, là. Socrate fait parler Protagoras.
Il nous dira sur un ton méprisant, quand tu parles de pourceau et de cynocéphale, le cynocéphale, c'est le babouin, hein, c'est pareil, vous savez. Je vous l'ai expliqué, non? Non? Je n'ai pas expliqué babouin et cynocéphale? Comment? Je ne vais pas parler des babouins, pourquoi on les appelle Parce que le texte grec dit cynocéphale. Cynocéphale, ça veut dire tête de chien. Donc, c'est ces singes que vous voyez aux eaux de Vincennes, vous savez, qui sont en groupe et qui ont un museau allongé. Et donc, les Grecs les appelaient euh, cynocéphales, c'est-à-dire tête de chien. Mais en fait, Buffon, comme vous savez, au XVIIIe siècle, s'est chargé de classifier les espèces, hein. Et donc, il avait à procéder à la classification des singes. Et il se trouve qu'il y a un type qui n'aimait pas du tout Buffon qui s'appelait babouin. Donc, il a appelé les cynocéphales des babouins. Et c'est resté. C'est vrai, hein, c'est véridique, hein. Donc, le texte grec dit cynocéphale, mais on peut aussi bien traduire par babouin, hein. Donc, euh, Protagoras dirait, tu es vraiment irrévérencié quand tu parles de pourceau et de cynocéphale, tu te comportes toi-même comme un pourceau, un cochon donc, et tu persuades autant d'en faire autant à l'égard de mes écrits. Ça n'est pas bien. Car j'affirme, moi, que la vérité est telle que je l'ai définie, que chacun de nous est la mesure de ce qui est et de ce qui n'est pas. Donc l'homme est la mesure de toute chose, c'est chacun d'entre nous, et pas l'homme en général, comme le soutenait Gompertz, un philologue allemand du XIXe siècle, hein. La sagesse, chacun de nous est la mesure de ce qui est et de ce qui n'est pas. Et qu'un homme diffère d'un autre, précisément parce que les choses sont et paraissent autres à celui-ci et autres à celui-là. Quant à la sagesse et à l'homme sage, je suis loin d'en nier l'existence. J'abolis la vérité, mais je n'abolis pas la sagesse. Mais par homme sage, j'entends précisément, alors là, la traduction est assez. J'ai fait ma propre traduction dans un article à la revue de droit d'Assas, parce que le passage est difficile à traduire. Mais enfin, prenons la traduction qu'on a sous les yeux, qui est celle de Chambry, je crois. Euh, Par homme sage, j'entends précisément celui qui, changeant la face des objets, les fait apparaître et être bon à celui à qui ils apparaissaient et était mauvais. Et ne veut pas de nouveau discuter des mots. Je vais m'expliquer plus clairement. Rappelle-toi par exemple que les aliments paraissent et sont amers aux malades et qu'ils sont et paraissent le contraire à l'homme qui est bien portant. L'homme est la mesure de toute chose, hein. Il ne faut pas croire que le malade est plus ignorant que l'homme bien portant, hein. Mais ce qu'il faut, c'est que le malade devienne bien portant. Donc il n'y a pas de vérité. Lorsque le malade trouve des aliments amers que l'homme en bonne santé trouve bons, il n'y a pas de vérité en cela. Chacun a raison. Simplement, il faut faire en sorte que l'homme malade devienne bien portant. Donc, il faut lui donner les aliments qui lui conviennent. Donc, j'abolis la vérité, mais je n'abolis pas la sagesse. Et il dit après, plus loin, vous voyez, ici, c'est à la fin, ce qui paraît juste et honnête à chaque cité est tel pour elle, tant qu'elle en juge ainsi. Seulement le sage, c'est-à-dire le sophiste en l'occurrence, hein, chaque fois que les choses sont mauvaises pour les citoyens, il substitue des choses qui sont et leur paraissent bonnes. Pour la même raison, le sophiste capable de diriger ainsi ses élèves est sage et mérite un salaire considérable. Donc, tout le monde a raison, toute loi est juste, mais ce qui est le rôle du sage et du sophiste, qui est pour Protagoras le sage, ça consiste à pousser à des lois qui soient, qui améliorent l'état de la cité, qui soient bénéfiques à la cité et non pas maléfiques, de la même manière que un médecin prescrit à son patient des aliments qui lui sont bénéfiques et non pas maléfiques. C'est la même chose. Et alors, à la fin, euh, quand il a fini de faire parler Protagoras, Socrate ajoute un peu plus loin la chose suivante, qui est assez révélateur.
Voilà, c'est ici, 172A. En politique aussi, ce qui est beau ou laid, juste ou injuste, pie ou impie, est véritablement pour chaque cité tel qu'elle le juge et le déclare légal pour elle. Donc la justice, c'est ce que chaque cité déclare légal, c'est ça la justice. Et il n'y a pas de différence de sagesse de particulier à particulier, de cité à cité. Mais s'il s'agit de faire des lois avantageuses ou désavantageuses pour la cité, Protagoras considéra qu'il y en a qui sont mieux placés que d'autres pour donner des conseils. Mais le problème, alors je termine parce que le passage est un peu compliqué, mais il dit à la fin, le problème, c'est que certains n'ont retenu de Protagoras que la première partie de son discours. C'est-à-dire, ils ont compris que la justice, c'est simplement la légalité, que la justice se réduit à la légalité, que la justice, c'est juste ce que la loi prescrit, peu importe le contenu. Ils n'ont pas retenu le versant positif de la pensée de Protagoras qui disait, mais il appartient euh, aux sages dans la cité et aux sophistes de recommander les lois qui sont pour l'utilité commune de la cité, que la loi se recommande par son utilité commune. Ils ont seulement retenu que la loi est ce que, que la justice est ce que le législateur prescrit. Et donc, ils se sont arc-boutés sur cette première proposition qui consiste à nier qu'il y ait une justice en soi, en dehors des lois, et ils ont laissé de côté la défense de la loi par Protagoras, qui consistait à faire valoir que la loi devait être édictée pour l'utilité commune de la cité. D'où les dérives que l'on verra lundi prochain. Et il y en a deux dans ce petit B sur les dérives du positivisme juridique sophistique. Il y a la dérive de Thrasymachs dans la République et la dérive de Calliclès dans le Gorgias. Ce sont deux dérives différentes, mais tout aussi inquiétantes l'une que l'autre. Je vous remercie de votre patience et on se voit. Par contre, j'ai un doute. Est-ce que j'ai bien enregistré cette seconde heure? Ouais, c'est bon. Sinon, il y a le podcast, hein. Je vous rappelle que je vous conseille de télécharger les enregistrements parce que je ne sais pas comment. Normalement, j'ai euh, un accord, c'est un peu comme Trump avec Zelensky, j'ai un accord personnel qui ne vaut que pour moi que les enregistrements vont être conservés. Mais vous savez, scripta manent, verba volant, hein. Les écrits restent et les paroles volent. Donc je leur ai dit, s'il vous plaît, essayez de faire en sorte que mes enregistrements soient conservés jusqu'au 12 avril. Mais je ne suis pas sûr que, enfin, jusqu'à l'examen, plus exactement. Mais je ne suis pas sûr que je vais être entendu, qu'ils auront la possibilité de m'entendre, puisqu'ils ont réduit les capacités de stockage sur Zoom de façon drastique. Donc, je vous conseille de télécharger les enregistrements, de les mettre éventuellement sur un espace que vous avez en commun, parce que la fonction télécharger est activée, donc vous pouvez télécharger. Et vous pourrez très bien effacer après lorsque vous aurez passé les examens. Voilà. Je vous en prie. Alors, pour répondre à quelqu'un qui me dit, Salomé Israël me dit, bonjour monsieur, sur le chat, on ne voit pas. Le chat, il est enregistré, vous l'avez dans l'enregistrement, normalement. Là, en tout cas, il est là, je vous le fais défiler. Voilà. Oui, je n'avais pas mis le texte, le premier texte, le texte de l'anneau de Gigès, je ne l'avais pas mis en partage. Mais ça n'est pas grave, on n'a pas étudié, je l'ai paraphrasé. Le texte d'Antiphon, on l'a pris ensemble et je l'ai partagé à l'écran. Au revoir.